Bonjour Alain, tu es aujourd'hui fondateur de Blockchain Easy, donc un cabinet de conseil en blockchain et Web3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Oui, enchanté. Bonjour Pierre. Et bonjour à tous ceux qui écoutent. Donc Alain Brestaille, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille, donc diplômé d'une école de commerce à la base. Alors on apprend des choses, hein, donc à force de faire de l'informatique pendant 20 ans, on commence à comprendre un peu ses fonctionnements. J'ai travaillé les 10 premières années de ma vie du côté d'éditeur de logiciels dans le domaine bancaire. Donc j'ai vendu, puis j'ai suivi des comptes de logiciels voilà, pour des acteurs du monde de la banque, de la finance. Donc tu apprends un peu le métier, tu apprends un peu l'informatique, tu apprends à piloter des projets. En 2011, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait Sword, donc qui existe toujours, mais dont la branche française, qui était mon employeur, s'appelle maintenant Coexia, une société de 800 personnes. Et je suis devenu, entre autres, le patron du pôle conseil à Paris. Donc du conseil sur des sujets divers et variés, et notamment la dématérialisation. Donc on était une des principales sociétés en France sur les sujets de mise en place de plateformes GED, d'archivage et de signature électronique. En parallèle, moi, en 2017, c'est pas que je découvre le Bitcoin. Alors, pour l'anecdote, début 2017, je m'engueule avec un de mes meilleurs amis et je lui explique que le Bitcoin ne marchera jamais. J'avais jamais creusé le sujet. Mais en tant qu'investisseur, je me dis quand même ce serait dommage de ne pas en acheter parce que ça a l'air de cartonner. On va faire comme tout le monde, on va essayer de plumer les pigeons. Donc, j'en achète fin 2017. Et en fait, je suis curieux intellectuellement, j'ouvre la boîte, je regarde comment ça marche, je lis le white paper et je me dis, mais c'est génial, c'est super élégant comme techno, on peut faire plein de choses. Et la première réflexion que j'ai, c'est de me dire, tiens, et si on l'utilisait pour faire de la signature électronique, c'est-à-dire ce que je faisais déjà avec des solutions traditionnelles, j'ai vu dans la blockchain une occasion d'en refaire. Donc, on a amené cette technologie au sein de la boîte de conseil. On a commencé à proposer des projets à des clients, on en a fait quelques-uns. Moi, j'ai trouvé le truc tellement génial que j'ai profité d'une réorganisation dans la société. Donc, j'étais directeur d'une entité qui a été revendue. Je ne suis pas parti avec l'acheteur, je ne suis pas resté avec le vendeur. J'ai créé ma propre structure, Blockchain Easy, donc opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. Et depuis cette date, ça fait maintenant bientôt 4-5 ans, peut-être même plus, hein, que je me dédie, moi, à la blockchain, alors qu'on a appelé aussi au crypto, qu'on appelle maintenant au Web3, mais globalement, on accompagne des sociétés plutôt, moi, quasiment exclusivement les sociétés de différentes tailles, mais pour des problématiques très diverses sur la compréhension de la techno et puis la mise en place de projets. Donc, et là, j'ai des sujets très variés, on pourra en reparler, hein, mais j'ai de la start-up qui arrive sur un sujet hyper innovant, comme j'ai du grand groupe du CAC 40, j'ai des banques et des fonds d'investissement, comme on va avoir des sociétés très terre à terre qui travaillent dans le textile ou dans l'agroalimentaire. Yes. Ça fait 5 ans. Et effectivement, alors moi, je suis très proche de mes clients. Donc, parmi mes clients, en fait, c'est des partenaires parfois que je représente et avec qui j'ai des mandats et voilà, une relation de longue durée. Donc, des fois, je parlerai de mes projets, puis des fois, je parlerai de leurs projets que je connais très bien. Yes, super. Donc tu m'as dit avec, Blockchain Easy que c'était quand même beaucoup axé dans du conseil en stratégie. Ouais. Concrètement, quand des clients viennent te voir, enfin vous voir avec Blockchain Easy, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter concrètement? Est-ce que c'est des solutions de A à Z? Est-ce que vous avez, une spécificité, une expertise particulière? Qu'est-ce que vous couvrez? Alors, j'ai envie de te dire de A à Z, ce qui n'est pas vrai. En fait, quand tu fais du conseil, déjà, donc c'est une méthode. Être consultant, ce n'est pas un truc qu'on improvise. Il faut du temps, de l'expérience. Donc ça, je l'avais de mon métier d'avant. Et après, c'est des expertises. Donc, c'est la compréhension de la technologie blockchain, déjà, en tant que telle. C'est quelque chose qui est relativement aisé à acquérir. Finalement, ce n'est pas aussi compliqué. Quand je dis aisé, faut s'y plonger, mais on peut devenir un expert en blockchain. Ce qui se passe, c'est que aider une entreprise, c'est autre chose. Il faut comprendre ce que fait l'entreprise, comment elle navigue, ses objectifs. Et puis, il faut aussi comprendre la réalité de ce que c'est qu'un projet d'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une techno, puis vas-y, on y va, on essaie de faire un truc. Il y a de la compta, il y a de la compliance, il y a du reporting, il y a des fiscalités, il y a des coûts. Voilà, il y a des contraintes dans la durée. Un projet, c'est jamais un truc one shot et puis on verra derrière. Il y a des impacts sur les ressources humaines, sur l'organisation. Donc, quand un client arrive, donc, dans le passé, on avait pas mal de sociétés qui disaient, on n'a pas de projet, on aimerait comprendre la techno. Et puis, parce qu'on en a entendu parler, parce que notre concurrent, parce qu'on a vu un truc sympa. De plus en plus, maintenant, les gens sont éduqués. On est en 2023 bientôt. Donc, ils arrivent en disant, on a une idée, on a une intuition, on a envie de faire quelque chose. Par contre, on aimerait valider la faisabilité. Voilà. Est-ce que d'un point de vue réglementaire, ça va faire? Donc, quelle techno faut choisir? Est-ce que c'est à gauche ou à droite qu'il faut aller? Est-ce que ça va nous coûter cher? Et puis, parfois, la faisabilité, ils ont déjà fait l'étude chez eux et on est plus dans un projet de delivery.
Alors, nous, on est capable de driver un peu le sujet, c'est-à-dire il va falloir des développeurs front. Voilà, ici, il faut une couche blockchain, des smart contracts, un wallet, un cadrage juridique. Puis on peut organiser la danse. Effectivement, on a des partenaires sur la partie delivery. Donc, quel que soit le sujet, aujourd'hui, on va être capable d'amener un avocat, une société de développement, un intégrateur, une boîte de conseil, un éditeur de logiciels. Alors, je te dis quel que soit le sujet, mais après, nous, on va être pertinent. Il y a des domaines d'activité dans lesquels on a voilà, un meilleur feeling parce qu'on a un historique. Une banque qui vient me voir, on va se comprendre tout de suite. Alors que si j'ai un acteur pas du monde du luxe, par exemple, ou du parfum, un sujet que je connais moins bien, il ne va peut-être pas être aussi efficace immédiatement. Yes. Justement par rapport à ces clients-là, alors on va parler de la taille, après parce que les enjeux sont différents. Est-ce Ouais. que, c'est de l'accompagnement sur des projets, Web 2 où vous allez implémenter, enfin, ou alors potentiellement faire l'étude déjà de faisabilité, potentiellement implémenter des solutions Web 3? Ou est-ce qu'il y a aussi des projets Web 3 natifs, qui viennent vers vous? Il y a de tout? Bah, déjà, moi, c'est des termes, c'est Web 2, Web 3. Le terme Web 3, on ne l'utilisait pas du tout dans notre métier il y a encore, on va dire, 18 mois. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on s'est appelé, on a dit, on va s'appeler Blockchain Easy. On voulait avoir le terme blockchain. Après, en 2020, on s'est dit, ah, c'est dommage qu'on ait le terme blockchain. On préférait s'appeler crypto, à Crypto Easy, parce que c'était le truc. Là, on parle de Web 3 dans lequel on met un grand fourre-tout. Et je t'avoue que moi aussi, des fois, on me demande de la prestation sur les métaverses. Tu vois, tu te dis, bah, c'est un peu loin finalement de notre idée d'origine, mais c'est vrai qu'on navigue dedans. Donc, effectivement, moi, en ce moment, j'ai des sujets dans les mains chez des acteurs très traditionnels qui ont des projets, je dirais, dont la finalité est traditionnelle, mais qui reposent sur l'usage de technologies blockchain. Donc, qui voient un intérêt à utiliser de la blockchain, privée ou publique. Alors, il y a un débat d'experts, mais bon, est-ce que c'est de la blockchain ou pas? De la blockchain publique, des smart contracts, de l'automatisation de processus, sans pour autant qu'eux, ils se qualifient de projet Web3. Hein. Ils veulent faire la même chose qu'avant, mais le faire mieux. Puis effectivement, tu as des acteurs grands et petits, surtout petits, qui se disent, bah, nous, on va faire un truc, on a envie de casser le marché, voilà, on a envie de faire, je sais pas moi, alors on va me parler de DAO, on va me parler de NFT, donc c'est souvent des fausses bonnes idées, mais bon, ça arrive avec des idées, on va dire, on va révolutionner, on va créer un nouvel modèle économique, on va se positionner là où personne n'a jamais été avant nous. Yes, bah, justement, je voulais arriver à cette, question-là par rapport, aux souhaits, et puis généralement les expertises que vous pouvez apporter chez les clients. Donc ça peut être, par exemple, l'instauration, l'implémentation de blockchain privée ou publique, le développement de smart contracts, des choses un peu plus, on va dire, classiques. Ou est-ce que Ouais. ça peut être, typiquement, et ça, bah, je te pose la question, tu auras vraiment la réponse. Parmi ces entreprises, alors je vais dire Web 2, on va dire internet traditionnel ou même, de l'industrie qui ont beaucoup entendu parler d'NFT. Est-ce que tu sens qu'il y a un gros attrait pour l'NFT ou pour, timidement de la DAO ou alors même des gens qui se disent, on veut aller dans le métaverse. Quel est leur discours, eux? Bah, déjà, il y a ce que eux disent, puis ma conviction. Je commence par ma conviction. Moi, je suis persuadé que les NFT, ça va cartonner. Dans le sens où la technologie, elle marche, on a la preuve. Elle peut s'appliquer à une multitude de cas d'usage, mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui réalisent à quel point le NFT peut être super utile dans tous les métiers existants, en tout cas tous les métiers numériques existants. Donc moi, je suis persuadé que ça va cartonner et qu'on va voir arriver progressivement tous les groupes voilà, qui commencent aujourd'hui à mettre un pied dans l'eau. Il y en a, bon, c'est vrai qu'on commence à mettre les deux pieds. Peut-être que demain, ils iront jusqu'au genou. Ce n'est pas demain qu'ils seront la tête sous l'eau, hein, les groupes traditionnels. Mais moi, j'ai cette conviction que cette technologie des NFT, ce sera vraiment ce qui va être l'adoption de masse du monde de la blockchain. Beaucoup plus, à mon avis, que le Bitcoin comme un moyen de paiement ou une monnaie de réserve, beaucoup plus que la finance décentralisée, qui vont avoir des hauts et des bas en fonction de plein de trucs et plein de contextes réglementaires. Les NFT, ça va passer, je pense, nickel chrome, là, sous 2 à 3 ans. Je soupçonne, moi c'est mon avis, tous les smartphones haut de gamme, fin 2024, ils auront des wallets NFT et on arrivera à s'échanger des NFT sans avoir besoin d'avoir des passerelles là, avec 12 mots, 16 mots. Même ma mère arrivera à échanger des NFT et elle ne saura pas que c'est un NFT. Dans ses mains, elle aura un titre de propriété pour un week-end en famille dans un hôtel, un voucher ou un billet d'avion ou une place de spectacle et derrière, c'est la techno NFT. Et donc, Ouais. effectivement, on voit plein de groupes qui regardent ça. Alors, il y en a qui agissent. Je te parlais du luxe tout à l'heure, qui disent ouais, on va faire des habits virtuels des NFT. On va faire des fringues pour métaverse. Ils s'y essayent. On voit de plus en plus de sociétés, je dirais, un peu plus traditionnelles réfléchir à façon, je ne sais pas si tu as suivi les projets comme ceux de Lacoste, ceux de la SACEM, voilà, Carrefour ou autres, qui font des NFT qui ont une utilité. On aime, on l'aime pas, mais on regarde un petit peu ce qu'ils font.
ils s'y essayent. Et moi, je te le dis parce que je travaille avec beaucoup de sociétés qui, effectivement, on voit le sujet comme pertinent. Simplement, il y a pas de marché en face. On va pas se mentir. Les NFT, c'est pas une révolution encore, ou plutôt c'est peut-être une révolution technologique, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2% des gens qui savent acheter un NFT dans un wallet, et qui savent, même pas qui ont fait. C'est peut-être 5% des gens qui seraient prêts à acheter ce qu'on appelle un NFT sous forme d'un truc sur une plateforme centralisée, voilà, sans gestion de wallet ou le wallet en custody. Mais c'est un tout petit marché. Donc, si tu vas aujourd'hui dire je vends du NFT, tu touches vraiment une niche de super geeks, quoi, ceux qui écoutent ce podcast, pas les autres. Il va falloir voilà, que l'écosystème s'agrandisse, que ce soit plus facile. Mais les sociétés ne sont pas bêtes, elles le voient venir. Donc, les unes après les autres, elles y vont sur des petits sujets. Et moi, je pense que dans 2, 3 ans, on aura peut-être 20% de la population mondiale qui sera en capacité de manipuler des NFT. Et là, on sera sur un marché de masse. Sans même le savoir, bah, c'est vrai que le timing, il est vachement important parce que au delà du fait que que la technologie puisse aujourd'hui, exister, alors en l'état évidemment, elle va beaucoup se développer. On va pouvoir greffer davantage d'utilitaires aussi sur ces NFT-là. Il y a le fait que, bah, ça soit complexe aujourd'hui à utiliser. Comme tu dis, demain, si on veut de l'adoption de masse, il faut que n'importe qui puisse l'utiliser sans même le savoir. Et il y a le timing aussi des entreprises. De l'autre côté, bon, il y a la Tout à régulation, fait, ouais. des Ouais. entreprises qui, elles, soient prêtes aussi. Bon, on voit qu'il y a des essais, hein, comme tu as dit, Nike, Lacoste, la SACEM, Carrefour, mais ça reste encore aujourd'hui les prémices. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que ça fait beaucoup de bruit et tout l'aspect spéculatif a mis la lumière sur ce que c'est que le NFT, mais c'est aujourd'hui que les prémices, quoi. Bah, ouais, tout à fait. Bah, tu vois, les NFT, on est passé du NFT JPEG, qui sert à rien, juste une image. Tu vois, j'ai fait genre des singes ou des punks, ou mieux, un screenshot d'un tweet. Et effectivement, derrière, enfin, honnêtement, l'intérêt il est purement spéculatif, donc c'est que des crypto-investisseurs. Quand le marché il était up, bon, bah, c'était une manière de diversifier. Quand le marché il est down, 99% de ces collections disparaissent. Il n'y en a que 2, 3 qui arrivent à garder une vraie valeur. Et ça a donné très mauvaise presse aux NFT. Ça a fait un buzz fou, mais ça a donné très mauvaise presse. Ensuite, tu as les NFT de Tombola, tu vois le truc. Achète un NFT, tu auras le droit à un service et on va tirer au hasard. Bon, bah, c'est un billet de Tombola moderne, mais à 200 balles pièce. Moi, je pense que pareil, c'est un marché de geeks. Mais on voit arriver des NFT avec des vraies utilités, les unes après les autres, tu vois. Donc, les jeux vidéo, typiquement, c'est un marché où ça risque de débouler beaucoup plus vite qu'ailleurs. Mais le e-commerce, moi, je pense que le e-commerce, c'est génial, hein. Tu achètes un truc en ligne, sauf qu'au lieu de le faire envoyer, tu vois, de te le faire livrer, tu le gardes. Tu en gardes la propriété. Et éventuellement, tu vas le donner. Donc, à Noël, peut-être que demain, on dira, tiens, je t'ai acheté une BD. Tu l'enverras de wallet à wallet, de browser à browser web. La personne recevra la BD, puis elle décidera si elle veut l'acheter, si elle veut la lire, si elle veut se la faire livrer, si elle veut la renvoyer à quelqu'un d'autre ou la revendre. Donc, moi, je pense que ça va arriver. C'est juste qu'on est aujourd'hui, comme tu le dis, tu as 2 à 5% maximum des gens qui savent ce que c'est qu'un NFT, qui savent les manipuler. En plus, dedans, tu as une bonne partie qui vont dire c'est bad buzz. Donc, forcément, les entreprises ne vont pas se précipiter alors qu'il n'y a pas de demande. Mais bon, tout ça, ça se crée en place, hein, ça bosse. Et plus les wallets sont efficients, plus les marketplaces sont rapides, plus les moyens de paiement sont là, plus la réglementation aussi se met en place, parce que c'est un truc qui fait flipper tout le monde. Sur les Mmh. NFT, moins que sur les autres types de cryptoactifs. Mais voilà, tout ça, ça se crée, ça se met en place. Et moi, je suis plutôt très optimiste sur le fait que la techno se déploie correctement. Ouais, et l'expérience utilisateur aussi, hein, parmi tout ça, l'expérience utilisateur pour vraiment avoir un truc, un système, une Ouais, interface tout à fait. sans Ouais. friction à aucun moment, ça va être vachement important. Moi, il y a Ouais. une question qui m'intéresse et que je me permets, puisque je ne reçois pas forcément beaucoup, d'entreprises qui font face aussi et qui discutent avec des grands groupes, hein, type, 440 ou autres. Aujourd'hui, parmi ces entités-là, quels sont comment tu sens leurs enjeux, leurs freins, par exemple? Est-ce que c'est, dans l'entreprise, il y a des toutes petites enveloppes qui commencent à être développées parce que les gens sont curieux, mais les enveloppes sont petites, donc on ne peut pas faire grand-chose? Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie inertie dans les prises de décision pour pouvoir commencer à s'intéresser à ça? Ou justement tu les sens, enfin à la tête de toute façon de ces boîtes-là, c'est des gens qui sont généralement brillants, qui voient aussi les tendances et qui ont mis un gros coup de boost pour pouvoir, rester les plus compétitifs et offrir la meilleure expérience utilisateur pour les clients. Voilà, tu vois, il y a 10 ans, ces groupes-là ne connaissaient pas la techno, du tout. Donc, ils ne s'intéressaient pas. Il y a 5 ans, ça commençait à regarder. Au mieux, c'était le département innovation de la boîte qui mettait un pied là-dedans, ou dans un grand groupe qui disait mettre un petit ticket dans une start-up ou dans un investissement, un GU avec des partenaires. Mais c'était vraiment des trucs à la marge. Aujourd'hui, moi, j'en ai l'impression que tout le monde est conscient de ce que c'est qu'un cryptoactif, qu'un NFT, même si enfin, tout le monde ne comprend pas comment ça marche et l'impact et ce que ça pourrait faire.
Je ne pense pas qu'il y a un seul board de grands groupes aujourd'hui au CAC 40 qui n'ait pas une conscience que le Bitcoin est une réalité aujourd'hui à considérer. Donc, tu n'as plus besoin de faire de l'évangélisation sur le thème ou sur le concept. Et effectivement, dans un grand groupe, il faut vraiment voir qu'un grand groupe, c'est une multitude d'entités. C'est des boîtes dans tous les. Je prends un grand groupe, tu me dis CAC 40. Un CAC 40, voilà, ça va être des centaines de sociétés dans des dizaines de pays. Et à l'intérieur de chacun de ces pays, plein de départements. Donc, toujours, on va trouver des départements qui vont avoir le droit de faire des choses, mais qui n'auront pas forcément le droit de passer la seconde. En fait, c'est plus de l'expérimentation qu'autre chose. Et puis après, bah, tu as des groupes où le sujet sont montés quand même suffisamment haut pour qu'il y ait un go ou un no-go pour aller plus loin. Et on va trouver par exemple des banques qui vont dire niet, on a étudié, on ne veut pas mettre un pied là-dedans parce que c'est trop dangereux, parce que la compliance, parce que le risque réputationnel. Donc, ils vont dire non, il n'y a pas le droit. Ou alors avec des ok, faites du marketing avec des Web3 si vous voulez dans les métaverses, ça ne me dérange pas, mais pas d'offre de crypto-investissement pour nos clients. Et puis, tu vas trouver des banques qui, au contraire, vont dire pourquoi pas, mais limité à tel département ou pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces décisions, elles se prennent maintenant à des bons niveaux. Donc, je soupçonne que tu ailles chez Renault, que tu ailles chez Carrefour, que voilà, à un moment au board ou juste en dessous, tu as des gens qui vont dire on y va, on n'y va pas, et voilà les conditions. Ce n'est pas uniquement un département innovation qui fait un truc dans un coin, c'est remonté, ça a été acté. Alors souvent, c'est no-go. Souvent encore, c'est non, on n'y va pas, ça sert à rien, c'est ridicule, ou surtout, je pense plus, le marché n'est pas prêt, et puis au-delà du buzz, on n'est pas certain qu'on arrive à faire de l'argent avec ça. D'ailleurs, ils ont Ouais. raison, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait tant d'argent que ça encore à se faire pour des grands groupes, au-delà de la partie investissement. Mais au moins, le sujet tombe au niveau, voilà, ça réagit, et puis la plupart de ces groupes ont quand même dit expérimentons. Donc, on donnait les clés à une division, une filiale, voilà, pour avancer, pour étudier, pour lancer quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Bah, après les quelques sujets qui sont arrivés avec les grands groupes, alors notamment en l'occurrence avec les NFT, type, Lacoste, Nike, ou autres, ça a quand même plutôt, bien marché. Alors après, est-ce que c'est l'effet, event qui a fait que ça a bien fonctionné et derrière à voir comment, les bénéfices s'installent, dans la durée. Mais bon, de l'extérieur, ça a quand même eu l'air d'avoir bien marché. Parmi, les Juste, je domaines relative. Alors, vas-y. Nike, ça a bien marché. OK, ils ont acheté Artefact, là, qui fait du chiffre d'affaires. Mais bon, ils ont quand même acheté la boîte 100 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'il y a une rentabilité derrière? OK, ça fait des trucs en réalité virtuelle, ça fait du buzz et tout, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres d'affaires autour des NFT Nike et j'ai l'impression qu'ils font partie des gagnants de cette histoire. Mais on n'a pas les chiffres. Tu regardes Lacoste, si pour Lacoste, on dit que le projet NFT, le projet là qu'ils ont fait Underwater, de lancement Mmh, de NFT, ça a bien marché. Alors, oui, dans le sens, je crois qu'ils en ont vendu 10 000 à 100 ou 200 euros pièce. Donc, il y a eu un succès populaire. Mais il faut relativiser. 10 000 à 200 euros pièce ou 0,2 Ether, on parle de quoi? De 2 millions d'euros. Pour un groupe comme Lacoste, c'est une expérimentation. Et je ne te raconte pas les frais qu'ils ont derrière de communication. Parce que il y a aussi un truc, c'est que ce groupe Lacoste, ils ont dit, on va faire, si je ne me trompe pas, je ne connais pas bien le sujet. Mes collègues qui ont acheté les tokens, je connais qui ont travaillé dessus, mais c'est une DAO. Il y a un engagement de Lacoste, ils ont dit à la communauté, vous allez pouvoir notamment suivre nos projets Underwater, participer, voter. En gros, c'est un engagement dans la durée. Donc, c'est des coûts dans la durée. C'est-à-dire que Lacoste, avec l'argent qu'ils ont levé, ils vont devoir monter, garder une équipe, des systèmes informatiques et une chose dans la durée. Donc, est-ce que c'est un succès? C'est dans la durée qu'on verra. Que tu as un succès populaire, qu'à l'instant T, ils arrivent à vendre leur token, oui, c'est une chose, mais ce n'est pas le but. Si Lacoste, il veut faire 2 millions de chiffre d'affaires, ils ont autre chose à faire que de vendre des tokens, je pense. Là, ils sont en train de tester une nouvelle manière de créer de la relation à une communauté. Et je pense que c'est uniquement dans la durée. Et on verra bien si dans 6 mois ou dans un an, les NFT Lacoste se vendent 3 francs 6 sous sur OpenSea et sur Twitter et sur Discord en tant que du mal, ou si au contraire, imagine un truc de fou, c'est que le prix du NFT aille vers le haut parce que le service qui est derrière est génial. Pour moi, ça, ce serait un critère, tu vois, de réussite. et ouais, Ouais. ouais. Et ça, c'est pas tout de suite qu'on le verra. On le verra dans quelques temps. Parce que promesse dans la durée, c'est dans la durée que tu pourras vérifier. Moi, c'est mon avis. Yes, bah, on est d'accord, hein, c'est de l'expérimentation, mais à la fois et ça a le bénéfice de pouvoir exister, qu'il ait pu fait, ça aurait aussi pu faire un flop Tout à total, fait, mais oui. bon, ouais. Ouais, voilà, ça aurait pu être un flop, comme c'est trop souvent le cas d'ailleurs. Non, déjà, c'est un succès populaire sur la vente, c'est très bien, mais il y a un intérêt. Pour l'instant, tant que je sache, aucun bad buzz. Je n'ai pas entendu parler de qui que ce soit qui trouve que c'est une arnaque ou autre chose. Donc, le risque réputationnel est bien géré. Maintenant, on attend de voir ce qu'ils vont délivrer. Et ça délivre d'ailleurs, si je comprends bien là, ce qui se passe. Donc,
On verra dans la Yes. durée. Alors, je tiens à mentionner que je n'ai pas bossé sur ce projet, hein. Je le regarde de loin, mais je le trouve plutôt bien ficelé. Yes, bah, justement, je vais t'emmener un peu maintenant, analyse, sectorielle. Quels sont les domaines, les des tendances de domaines qui s'y intéressent plus, par exemple, que d'autres? On va penser à du luxe, tu as nommé Carrefour, la grande distribution, le secteur bancaire, des assurances. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui reviennent quand même? Bah, le celui, je pense, où il y a le plus de réflexion, c'est celui de la banque et de la finance, forcément. Et c'est celui où il se passe le plus de choses. Par contre, ce n'est pas des NFT grand public, hein. Mais c'est-à-dire que tous les grands groupes bancaires, quelque part, sont en train d'acter est-ce qu'on lance ou pas une offre de détention de crypto pour nos clients retail. OK, il n'y a pas de marché demain aujourd'hui, la réglementation n'est pas claire, mais il faut voir que tous les jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans, qui sont biberonnés au Bitcoin ou au NFT, bah, quand ils seront dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est la clientèle de la banque. Or, c'est des projets, tu ne mets pas aujourd'hui une offre bancaire crypto sur place, tu vois, en 6 mois. Je peux te le dire, je bosse là-dessus, c'est du temps. Donc, elle se pose la question. Tu as les banques privées qui se disent est-ce qu'il faut ou pas permettre à nos clients d'investir en crypto ou d'investir dans des fonds crypto. Tu as les gestionnaires d'actifs qui se disent est-ce que nous, on a le droit d'acheter de la crypto, de faire du trading sur crypto, tu vois, la partie trading. Tu as les branches, entre guillemets, security services, d'ailleurs, qui disent est-ce qu'on ne peut pas faire des security tokens, est-ce qu'on ne peut pas fluidifier voilà, la relation sur les titres dits non cotés, OTC. Donc, tu as plein de départements dans le monde bancaire où ça bosse, et tu en as plein où il y a des no-go, et tu en as plein où tu as des go, ça avance. Euh, voilà, mais ce ne sera pas forcément très visible du grand public. Après, tu as des secteurs d'activité. L'assurance, pour l'instant, il n'y a quasiment rien du tout. Je pense qu'il va y avoir des choses un jour ou l'autre, mais pour l'instant, il n'y a quasiment rien. Tu as des secteurs, effectivement, le secteur grand public qui est aujourd'hui le plus visible, c'est tout le secteur du. Alors, la vente retail, notamment le luxe, voilà, où là, tu as des sujets un peu back-office. Donc, c'est des projets qui ne sont pas visibles pour le grand public sur les blockchains de traçabilité. Voilà, donc là, tu as des contraintes de reporting sur l'origine des produits, sur leur qualité, sur la consommation carbone, sur la distribution, la lutte contre les faux. Donc, tu as tout un tas de projets qui se créent, qui ne sont pas très fun, entre guillemets, hein, mais qui sont très utiles. Et puis après, tu vois, les grandes marques de luxe dans la mode ont vu des opportunités de communication. Donc, on lançait des NFT, hein, puis ils vont aller faire la Fashion Week en ligne. Alors, on ne fera pas croire que c'est pour vendre du chiffre d'affaires aujourd'hui. Par contre, tu vois quand même régulièrement des études qui sortent de grands cabinets qui vont dire le marché de la vente d'habits digitaux, ça fera peut-être 10 milliards ou 100 milliards demain. Euh, et en commençant en disant bah, ça fait déjà 1 milliard si on prend les skins qui se vendent sur les jeux vidéo. Donc ça laisse à réfléchir. C'est pour ça que Nike va investir 100 millions d'euros pour acheter une startup avec 4 gars qui ont juste fait pas grand-chose quand ils l'ont été rachetés. C'est pour ça que les grands groupes sont obligés aujourd'hui dans le luxe ou en tout cas les grands groupes dans le monde de la mode, de regarder ça. Donc c'est des projets qui font du bruit parce que forcément on se dit ah c'est Chanel, c'est Dior et compagnie. Moi c'est pas forcément non plus des projets que moi je trouve pour l'instant très aboutis, hein. Ça sert pas à grand-chose leur NFT. Tu vas trouver des trucs. Moi, j'aime bien le monde du sport, personnellement, j'y crois. En fait, je crois complètement au concept, par exemple, du fan token dans le monde de football, même si je trouve qu'on est vachement déçu par ce que sort Socios ou d'autres pour l'instant. Tu vois, c'est des beaux tokens, le PSG token. Moi, j'aime bien le PSG, il y a le PSG token. Il ne sert à rien, honnêtement. Donc, tu peux spéculer dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'avantages. Le truc, c'est que ce n'est pas parce que le club ne veut pas, c'est pas parce que Socios ne veut pas, c'est juste que tu as un contexte réglementaire qui est hyper compliqué à dépatouiller entre la France, le PSAN, le PASFAN, les droits de vote, pas les droits de vote. Voilà, c'est pas intuitif à utiliser. Donc, tout ça, dans le monde du sport, il va se passer plein de trucs, tu vois, le ticketing, la vente d'abonnements, du merchandising, ça va prendre du temps. Mais je pense qu'on verra de plus en plus de choses qui se font quoi, dans le monde. En plus, le concept du sport, de l'entertainment, tu vois, du loisir, du spectacle, ça se marie bien avec les métaverses. Et les métavers, ça se marie plutôt bien avec le Web3, avec la vente de tokens, des NFT. Même le métaverse, tu as les deux sujets. Donc, c'est des sujets qui sont plutôt grand public, sur lesquels on va avoir des projets débarquer tous les mois, je pense, plutôt assez sexy à les regarder. Côté Yes. industriel, on ne va rien voir pour le grand public, hein. Je ne pense pas demain qu'on verra Peugeot, Renault ou Sanofi sortir un truc sympa B2C. Bon, ils Ah, vont je parle pas essayer. forcément, je parle pas forcément d'avancer pour le grand public parce que justement, je profite que tu sois là pour voir un petit peu aussi sans forcément donner de nom, mais ce qui se fait un peu, bah, en backstage quoi, dans les coulisses, qui n'auront pas vocation à être, connues, du public et Ouais. justement, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse.
et que je souhaiterais aussi souligner, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis, c'est Ouais. l'avis des blockchains privées, qui fait beaucoup débat. Qui fait beaucoup débat, enfin moi Mhm. je vois pas pourquoi il y a beaucoup de débats, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu maximalistes et qui vont dire, toutes les blockchains ont vocation à être publiques, à être entièrement décentralisées. Moi je comprends pas, je suis pas du tout partisan de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les blockchains privées? Aujourd'hui, quels sont les types d'installations qui peuvent en instaurer et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui dans les entreprises, s'il te plaît? Ouais, ok. Alors déjà, c'est une question de sémantique. Est-ce que c'est une blockchain ou pas? Si tu définis qu'une blockchain, comme il y a, je dirais, je regarde juste parce que au passage, j'ai écrit un bouquin là, on le voit pas là. J'ai écrit un livre sur la blockchain. Donc dedans, j'ai été obligé de mettre une définition. Et ma définition, elle dit que les blockchains privées sont des blockchains parce qu'on utilise le même concept. Je dis même d'ailleurs qu'une blockchain peut être sans bloc. Euh, Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais effectivement, il y a des registres distribués aujourd'hui qui fonctionnent sans bloc, qui fonctionnent de différentes manières. Il y en a qui sont permissionnés, pas permissionnés, ouverts, pas ouverts. Donc, en fait, à partir du moment où tu respectes une notion de distribution, de décentralisation, tu es dans le monde de la blockchain. Ça, c'est ma définition. Si tu n'es pas d'accord, parce qu'effectivement, tu es un peu plus maximaliste, tu dis une blockchain, ça doit être public, bah, effectivement, un truc genre Hyperledger fabrique, ce n'est plus une blockchain. On va appeler ça un registre distribué ou on va appeler ça un DLT, comme on dit en anglais. Moi, à la limite, ce n'est pas mon débat, c'est une question de sémantique. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les concepts de base qui sont l'horodatage des données, les transactions sécurisées, le concept de Las Vegas, c'est ce qui arrive dans la blockchain reste dans la blockchain. Donc le côté huissier numérique, notaire numérique, ça marche toujours avec les blockchains privées. Alors, ça marche moins bien parce que quand tu n'as que 3, 4, 5, 10 acteurs qui manipulent des données, ils pourraient se mettre d'accord entre eux. Le truc, c'est que c'est plus compliqué d'envisager Renault, Peugeot se mettre d'accord entre eux pour aller la faire à l'envers à Fiat ou à Tesla que d'imaginer effectivement des inconnus sur une blockchain publique. Donc en fait, les problèmes de confiance ne sont pas les mêmes. Par contre, la technologie, avec son eurodatage, avec cette sécurité, avec cette traçabilité, a des avantages de transparence qui parfois sont là pour répondre à des besoins très terre à terre de réglementation. Donc on va dire, ouais, ça ne sert à rien. Je fais, bah, excuse-moi, mais tu as plein de métiers où tu as des pistes d'audit, c'est-à-dire que tu as une obligation si tu veux travailler dans un métier, si tu veux être certifié ceci, certifié cela, si tu veux avoir le droit de ton produit sur le marché français, aujourd'hui tu veux vendre un produit alimentaire, tu veux vendre un habit en France, tu veux vendre un ordinateur, tu dois pouvoir prouver plein de trucs, ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, comment ça a été fait. Quand je dis prouver, c'est-à-dire que tu as des organismes d'État, il y en a des tonnes en France et à l'étranger, qui vont me dire, moi je peux t'envoyer des auditeurs, et si tu dis que c'est 15% de sucre, il faut que tu me prouves que c'est 15% de sucre. Si tu dis que c'est made in France, il faut que tu me prouves que c'est made in France. Donc comment tu prouves ça? Et c'est là que les blockchains privées vont dire, bah, nous, la notion de preuve, on l'a nativement. Les données qu'on a saisies, on ne peut pas tricher dessus. On ne va pas pouvoir revenir dessus. Donc déjà, tu as toute une partie du débat qui est que l'information que tu vas montrer à ces auditeurs, tu ne l'as pas inventée la veille. Tu t'es pas amusé à créer des fichiers, des faux certificats, des machins. Donc, de toute manière, ces boîtes-là ne l'auraient pas fait, elles n'auraient pas triché. Moi, j'y crois pas un seul instant, c'est trop risqué pour elles. Mais en tout cas, ça va être plus facile de le justifier. Et donc, il y avait déjà les réglementations, mais ces sociétés galéraient à trouver des outils ou des méthodes pour faire de l'audit ou pour faire de la traçabilité, pour le prouver. Donc, ces blockchains privées arrivent avec beaucoup de promesses. La difficulté qu'il y a dans la mise en œuvre, dans les premières années, je dirais jusqu'à encore 2 ans, c'était pas très mature comme techno. C'était super galère à mettre en œuvre. Pour faire simple, donc ça coûtait toujours trop cher. Et donc, le coût de mise en œuvre faisait que les projets n'étaient jamais rentables. On arrivait à trouver des solutions pour arriver au résultat moins cher. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu as des technos qui sont plutôt matures. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt les problèmes de gouvernance. C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'idée de la blockchain privée, c'est de partager des données. Tu as une chaîne de traçabilité. Tu vois, l'exemple, c'est les projets Carrefour dans la traçabilité agroalimentaire. Voilà, tu veux vendre un œuf bio, bah, faut prouver d'où vient l'œuf, il faut prouver d'où vient la poule, ce qu'avait mangé la poule, où elle a vécu. Donc, tu as 4-5 sociétés différentes parce que ce n'est pas le même qui fait le grain que celle qui élève la poule, que celle qui met la poule dans un. Donc, tu les fais participer et tu vas pouvoir prouver que c'est le même œuf et suivre toute l'histoire de l'œuf. Ça, c'est super. Il faut qu'il y ait plusieurs participants. Et la question qui se pose, c'est qui paye pour tout ça? Est-ce que chacun paie un petit bout? Sauf que le problème, c'est que tu en as qui ont un intérêt à payer et à prouver, mais tu en as qui n'en ont rien à faire. Par exemple, le marchand de grains, c'est peut-être pas son truc à lui. Alors que pour Carrefour, c'est une nécessité parce que sinon, il ne vendra jamais son œuf bio au bon prix. Et donc, il y a la question de qui paye, qui fait en place, qui développe. Carrefour a un département informatique pléthorique. Le fermier qui élève ses poules dans le Gers, il n'a peut-être même pas d'ordinateur chez lui. Moi, j'exagère, mais. Donc, il faut se mettre d'accord tous ensemble.
Et je peux te dire un truc, c'est que c'est pas facile. Donc, Carrefour se met d'accord avec ses sous-traitants. Comment il fait? Est-ce que c'est le bâton? Allez-y, si on ne bosse plus avec vous. Ou la carotte, s'il vous plaît, faites ça, je vous fais des prix. Mais quand c'est Carrefour et Auchan et Nestlé qui doivent se mettre d'accord entre eux, voilà, ils vont se disputer sur les coûts, les machins, les modèles. Et en fait, des projets de blockchain privé, j'en ai jamais vu autant démarrer qu'en ce moment. Mais tu vois aussi des échecs plutôt retentissants régulièrement de projets passés. Les échecs d'aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes technologiques, c'est des problèmes de gouvernance. On n'a pas réussi à trouver un modèle économique pour travailler ensemble dans des conditions pérennes. Donc très Ouais, récemment, là, ouais, voilà, cette année, il y en a 3-4 des projets un peu emblématiques de la place qui ont été abandonnés. Et si on regarde pourquoi, c'est jamais une question de techno. C'est une question de voilà, les assurances s'étaient retrouvées autour d'un projet B3I. Finalement, bah, on n'a pas tant de problèmes de confiance que ça entre nous, en tout cas pas pour le prix que ça nous coûte. Il y a Merckx qui faisait un projet qui s'appelle TradeLens sur le transport maritime. Et puis, il dit, bah, je n'ai pas réussi à convaincre assez de mes concurrents de participer à mon consortium et de partager les frais et les coûts. Donc, tu as un autre sujet qui était WeTrade dans le trade finance, voilà, qui a à peu près la même conclusion. C'est que ça coûte trop cher pour ce que ça nous rapporte et donc on met la clé sous la porte. Donc, ce n'est pas la techno le problème, c'est que le modèle économique n'était pas là. Je dirais que c'est des échecs pour des bonnes raisons, quoi, des échecs de start-up, ouais, parce qu'ils n'ont pas trouvé ouais, leur ouais, qui sont. marché, plus qu'une question de technologie. Mais il faut noter d'ailleurs que ces projets-là, je t'en ai donné 3 qui sont des échecs. Encore une fois, à ma connaissance, je n'ai jamais vu autant de projets de blockchain privés se lancer ou être en prod opérationnel qu'aujourd'hui. Des projets, il y en a des tonnes. Mais vraiment, quand je dis des tonnes, c'est des dizaines et des dizaines qui sont en cours aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est important de le souligner et puis effectivement tous ces échecs-là, c'est un peu inhérent à l'arrivée de la mise en place de solutions un peu, bah, de changements drastiques, un peu de manière d'interagir, même au sein d'une entreprise. Mais moi, je pense que ça a beaucoup de potentiel et toutes ces petites problématiques, j'espère, ne sont que temporaires et arriveront à être, résolues. Il y en aura des nouvelles et c'est comme ça que ça avance. Bah, justement, c'est sur la fin de l'interview, je voulais t'emmener sur, les technos qui sont que tu surveilles toi, que tu y crois. Donc tu as parlé des NFT avec toutes les utilités qu'on va pouvoir venir, greffer de plus en plus et que ça devienne de vrais utilitaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'intéressent particulièrement, type, voilà des DAO, la technologie des ZKP, des zero knowledge proof, pour la divulgation, des données ou ces choses-là? Bon, les DAO, alors les DAO, entre nous, moi je trouve ça mignon, mais j'attends de voir parce que c'est pas décentralisé, c'est toujours une équipe de personnes derrière, c'est pas des organisations vraiment, c'est pas trop. Donc les DAO, on verra ce que ça donne. Il y a très peu de vrais DAO. Les ZKP, c'est pas mon combat. Bon, c'est une techno qui est sympa, mais c'est qu'une techno de plus. Il y a peut-être deux sujets à mentionner. Moi, je suis un grand fan de l'identité numérique décentralisée. C'est-à-dire être capable de s'authentifier demain sur Internet sans donner mon adresse email, sans donner mon nom, sans donner mon prénom, sans donner mon âge, tout en prouvant que je suis bien français, que j'ai bien 18 ans. Ça, c'est un truc. Le côté politique de Bitcoin, hein, on va casser le système, on n'a pas besoin des banques et tout, c'est bien. Le côté politique de l'identité numérique décentralisée et du stockage décentralisé, tu vois, je peux accéder à des choses, à des services sans avoir besoin de donner ma donnée personnelle. Moi, je trouve ça super important. C'est au cœur du Web3, c'est au cœur littéralement de la fondation Web3 qui est derrière, hein, c'est au cœur du truc et c'est encore très peu mis en valeur. Ouais, quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, c'est que c'est la preuve numérique sur blockchain. Tu prends une blockchain publique, ce que tu écris dedans, on ne peut plus l'enlever. Alors, il faut faire attention à ce que tu mets dedans, mais notamment, c'est super pratique pour mettre de la preuve, des éléments. Et je pense notamment, par exemple, à la signature électronique, qui est un marché auquel je crois. Je te l'ai dit, moi, je suis rentré sur les projets d'entreprise en 2018 avec la signature électronique et on continue. Là, avec un de mes partenaires, alors je fais coucou aux équipes de Coexia, avec qui je travaille beaucoup, on a lancé un produit qui s'appelle TDJ, T-E-D-I-G-I, qui est une solution de signature électronique sur blockchain. Ça marche, ça a fait la même finalité que les solutions traditionnelles qu'on peut avoir pour signer des contrats ou autres. Le truc, c'est que parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de tiers de confiance, on n'a pas besoin d'avoir des émetteurs de certificats, on n'a même pas besoin de voir les documents. D'ailleurs, on ne va pas mettre le document dans la blockchain, on va juste mettre ce qu'on appelle le hash, donc une preuve. Donc, globalement, on est très light en termes d'infrastructure. C'est la blockchain qui fait le boulot de stockage de la preuve. Et parce qu'on fait ça, nous, on divise les prix, mais je veux dire, on est au minimum 4 fois moins cher que les signatures traditionnelles. Sur un, Impressionnant. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Alors après, ça va faire peur à certains juristes parce qu'on a des habitudes, hein. Le marché s'est tourné dans une direction de ce qu'on appelle les prestataires, les signatures électroniques PKI, donc bon, globalement sur base de certificats. Puis tu te rends compte que la réglementation, en fait, elle n'était jamais allée aussi loin, elle n'a jamais dit comment ça devait être fait.
Elle dit: «Il faut qu'il y ait un endroit pour horodater les données, les stocker de manière formelle, être conscient qu'on puisse pas manipuler les preuves et les blockchains sont magnifiques pour ça». Et là où tu vas peut-être t'étonner, Pierre, mais tu as déjà en France, je pense, des milliers de sociétés qui utilisent des services de preuve numérique sur blockchain, souvent sans même le savoir. Tu as déjà plein de notaires, tu as déjà plein de huissiers, tu as déjà plein de sociétés qui vont tamponner littéralement leurs photos, leurs images, leurs textes dans de la blockchain. Ça se fait déjà de manière assez massive, hein. Tapez signature électronique, certification blockchain, vous verrez en France, il y a des dizaines de startups qui sont déjà là-dessus. Nous, on est peut-être une des toutes premières à aller non seulement sur la certification, mais jusqu'à la signature électronique, c'est-à-dire la prise du consentement. Je t'envoie un document, est-ce que tu es d'accord avec le contenu? Oui, je suis d'accord. Mais ça, sur des tarifs, voilà, on parle de quelques centimes par document. Donc, pour ceux qui connaissent le marché, on est beaucoup moins cher que je dirais, le marché traditionnel. Super, bah, c'est très Ouais, voilà, moi, c'est un truc. L'avantage de ça, c'est que ça marche, hein. Ça marche aujourd'hui en prod. Donc, je ne suis pas en train de parler d'un truc de 2024. C'est que déjà, ça marchait il y a 4 ans. Donc, pour une entreprise qui nous écouterait, c'est vraiment quelque chose à aller regarder de près. yes, super, bah, je mettrai en description, davantage de liens pour ceux qui veulent aller plus loin. Je Mhm. te remercie pour, ton temps et ton partage, Alain. Je te dis à très bientôt. Et je t'en prie, Pierre. Au revoir, au plaisir.